Globalement, c'est disons, un des pays, statistiquement, un des pays les plus pauvres de la planète, avec encore une population agricole assez importante, hein, près des plus de la moitié en tout cas. L'agriculture nationale ne parvient pas à nourrir notamment les villes, évidemment, et les zones minières. On peut comprendre une partie des développements de cet agro-business qui est très récente. On peut le comprendre dans le contexte de l'intégration de la paysannerie dans le secteur minier. Voilà, les zones minières sont dans cette région-là du pays, à l'est du pays. Et le travail de terrain a été réalisé dans cette petite région verte là, qui s'appelle la Sella Limba. Le projet ADAX, il est ici, au niveau de Makeni, au niveau de ce côté-là de la Roquette. Aujourd'hui, on verra pourquoi les résultats de terrain ici me permettent quand même de tirer beaucoup de choses pour comprendre les impacts du projet ADAX. Sur ce graphique, on voit la part importante du secteur minier dans les exportations, mais on voit que la région concernée aussi bien par le projet ADAX que la région étudiée sont des régions qui sont un peu en marge des secteurs qui comptent en matière d'exportation, hein, puisque toutes les richesses qui sont exportées, le bois, le cacao, ce qui concerne les richesses un peu, disons, agricoles ou les ressources agricoles, viennent de l'est du pays, aussi bien que la plupart des ressources minières. Le gros de la Sierra Leone est situé dans une zone qu'on appelle une zone de transition forêt-savane. Le terme est pas très satisfaisant, mais en gros on a un paysage de mosaïque entre des couverts arborés et puis des couverts herbeux, avec une saison des pluies qui commence en gros en mai et qui termine en octobre. Donc toutes les activités agricoles la plupart des activités agricoles vont être concentrées dans cette période-là. La mise en culture du riz doit avoir lieu avant mi-juillet, après il est trop tard. Donc il y a vraiment une fenêtre clé ici pour la mise en culture du riz essentiellement. Et ensuite le reste de la saison des pluies est consacré à l'entretien des parcelles. Dans une agriculture qui est pour tout le pays, hein, dans toute la Sierra Leone, une agriculture qui est strictement manuelle et qui, avec un emploi quasi nul des intrants, que ce soit désherbant ou engrais. La région que j'ai étudiée se trouve un peu à cheval entre ces différentes régions pour aller vite. Ce qui est important ici, c'est qu'on a ici un paysage bien particulier en Sierra Leone qui s'appelle les Bolilands, c'est un terme, disons, local. On va revenir là-dessus, hein. C'est des grandes cuvettes qui sont inondées en saison des pluies, et c'est précisément là, c'est précisément dans ce type de paysage que va s'implanter l'entreprise ADAX. D'un point de vue agroéconomique, c'est sur les résultats de cette partie de la région étudiée que je vais m'intéresser pour comprendre le projet ADAX. Sur l'histoire de la trajectoire historique de la paysannerie sierra-léonaise, avant la colonisation, on avait des routes commerciales qui partaient donc des zones sahéliennes jusqu'au comptoir côtier, hein, dont Freetown. Ça concernait peu, disons, le gros de la population paysanne qui n'était pas concernée par ces échanges commerciaux. La période coloniale, elle a eu pour effet de fermer ces routes commerciales, puisque chaque entité coloniale a cherché à réorienter le commerce vers sa propre capitale, vers son propre comptoir en fait. Les Français ont cherché à orienter tout le commerce de l'intérieur vers Conakry et les Britanniques vers Freetown. Les Britanniques mettent en place un impôt par maison, en l'occurrence en Sierra Leone, un lieu de taxe. Donc chaque chef de maison était tenu de payer un certain montant, qui a varié en fonction des années évidemment. Il y avait aussi un système évidemment de travaux forcés, notamment pour la construction des pistes et puis pour la construction du chemin de fer qu'on voit de Freetown à Makeni et à Bendembu. Ça aussi c'est assez classique. Et surtout ce qui est important, c'est que tout ça reposait sur des chefferies. Ça supposait nécessairement du coup de vendre des produits agricoles qui intéressaient les Britanniques. Donc en l'occurrence, dans la région étudiée, c'était essentiellement, pour toute la Sierra Leone d'ailleurs, c'était essentiellement des noix de palmiste. Ce qui est important dans cette période-là, c'est que c'est une intégration économique qui est complètement forcée. L'intégration dans les échanges marchands était essentiellement liée à l'impôt qui était imposé par l'empire colonial. Alors tout ça, ça a énormément changé en fait avant l'indépendance, hein, et à partir des années 50, avec le développement du secteur minier, notamment diamantifère à l'est du pays. On a une croissance vraiment très rapide du secteur diamantifère artisanal avec une migration massive, plusieurs dizaines de milliers de jeunes hommes essentiellement, qui ont quitté leur village d'origine pour aller travailler dans les mines où ils étaient employés sur une base salariale journalière, quoi. Ça a deux importances. D'une part, c'est important pour deux raisons.
D'une part, ces jeunes hommes, en quittant le village, je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, mais ils ont déstructuré la société paysanne locale. Plutôt, elle est déstructurée par la migration de ces jeunes hommes. Mais par ailleurs, et ça c'est lié au développement important des infrastructures à cette époque-là, dans les mines, du coup, il y avait une forte concentration d'actifs qui n'étaient pas des actifs agricoles, et donc qu'il fallait nourrir. Et donc on a toute une période, dans les années 50 et 60, où il y a un fort développement d'un secteur vivrier marchand, avec des producteurs dans tout le pays, hein, qui produisent du riz pour vendre, notamment dans la zone minière. Et ce développement du secteur vivrier marchand explique, on verra un peu plus précisément après pourquoi, explique pour une grande part le développement de la riziculture inondée, en plus de la riziculture d'Abati-Brely, disons, historique. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, en l'occurrence entre 1955 et 1956, ça a duré quelques mois, mais il y a eu une véritable mobilisation très forte dans tout le nord du pays contre les Paramount Chiefs, notamment portée par des jeunes hommes, avec plusieurs centaines de morts. Et les gens se révoltaient à la fois contre le travail communautaire qui était imposé par le Paramount Chief et par l'imposition britannique. Et donc globalement, pour un village dans son ensemble, le taux d'imposition avait beaucoup augmenté. Donc ça devenait insupportable en fait pour la communauté paysanne. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que se libérer de l'impôt permettait de circuler. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction des Britanniques, a été de retirer énormément d'impôts que prélevaient les Paramount Chiefs localement. Et il y a eu aussi l'abolition du travail communautaire. Les Britanniques ont clairement tranché contre les chefs coutumiers. Tout ce qu'on cherche, c'est à exploiter des jeunes ruraux qui ont été en quelque sorte produits dans leur village d'origine et qu'on peut exploiter à très bas coût dans les mines de diamants. Pour l'histoire de l'intégration économique de la paysannerie, c'est vraiment cette période des années 50, avec, si on doit retenir une date peut-être, la saison sèche 55-56, où il y a cette révolte qui marque vraiment une transition pour moi. Mais en tout cas, on a toute une période où la production de riz par actif agricole augmente, tendanciellement, hein, et où la part des importations dans les céréales, donc le riz, hein, qui sont consommés nationalement, augmente peut-être, mais n'augmente pas brutalement. Pour moi, ça c'est une période où il y a eu une intensification assez importante, alors pas tellement en capital, mais vraiment en travail, avec le développement notamment de la riziculture inondée. Et avec un fort développement, comme je disais, d'un secteur marchand-vivrier, avec des paysans qui produisent du riz pour nourrir les mineurs dans les zones diamantifères. Mais le problème, c'est que la politique agricole sierra-léonaise n'a pas été tellement en faveur de ce développement. Donc il y a eu deux choses majeures qui ont été mises en place. C'est le Sierra Leone Produce Marketing Board, pardon. Donc ça c'est pareil, c'est une politique assez classique dans de nombreux pays africains, hein, avec une politique de contrôle des prix. Et pour le riz, il y avait la Rice Corporation qui jouait le même rôle pour le riz, avec notamment contrôle des importations et contrôle théoriquement en tout cas des prix à la consommation. En fait, ce qui est important de comprendre, je pense, c'est que les ressources diamantifères sont beaucoup plus intéressantes pour l'État et puis pour les élites qui contrôlaient cet État que les ressources agricoles, qui pouvaient pourtant contribuer aussi au développement économique du pays, comme on voit dans les années 50-60. Elles étaient plus intéressantes parce qu'elles étaient beaucoup plus faciles à contrôler en fait. L'importation de céréales, notamment en provenance d'Asie, hein, du riz, alors aujourd'hui il est essentiellement indien et pakistanais, était aussi une source de contrôle beaucoup plus facile de la population. Il y a tout un système clientéliste qui s'est développé dans ces années-là, dans les années 70 jusqu'à la guerre civile en 91, qui démarre en 91, de distribution de sacs de riz importés. Les fonctionnaires étaient payés essentiellement en sacs de riz importés, et ces mêmes fonctionnaires après investissaient dans le secteur diamantifère en payant à leur tour les mineurs avec du riz importé, quoi. Alors dans les années 80, chute du cours des matières premières, augmentation des cours du pétrole, et l'État sierra-léonais fait face à une dette qui explose et se retrouve dans un dilemme où à la fois, pour continuer à accéder aux ressources des financiers internationaux, il devait se plier aux recommandations du FMI, hein, avec coupe dans les budgets de l'éducation, enlever des fonctionnaires, tout ça, et à la fois, en faisant ça, il remettait en cause les bases de l'État clientéliste et du pouvoir clientéliste, et ça a un peu conduit à la crise politique qui a conduit à la guerre qui démarre en 91. Dans la plupart des régions du pays, le riz était produit en Abati-Brely, hein, dans des couverts arborés, jusque dans les années
50, c'était le mode exclusif de production du riz. Dans un premier temps, pour répondre aux opportunités qui étaient offertes par le développement du secteur vivrier marchand, on a eu une intensification, notamment avec le développement de la riziculture inondée. Ça a permis à chaque actif agricole de produire plus de riz pour pouvoir vendre un surplus sur les marchés. Ça s'est traduit de manière générale par une baisse de la productivité journalière. Et ça s'est traduit par le développement d'une agriculture de savane qui est basée sur notamment la culture sur billon. Donc on a une nouvelle baisse de la productivité journalière du travail qui est cette fois-ci due à une crise plus de nature agroécologique. Et quand on parle de salaire journalier dans le nord de la Sierra Leone, en tout cas depuis 2006-2007, c'est essentiellement de l'orpaillage. C'est tout à côté des villages, on peut travailler même très peu de jours. Donc ça s'intègre parfaitement dans le calendrier agricole. Donc généralement, on a vu le graphique de la pluviométrie tout à l'heure. J'ai expliqué que le gros du travail agricole était en saison des pluies. Généralement, les jeunes actifs hommes, en tout cas, travaillent en saison des pluies dans les villages. Et dès que le gros du travail d'implantation du riz est terminé, et bon, des autres cultures, ils s'en vont dans les sites d'orpaillage pour travailler jusqu'à la récolte du riz. Et ils laissent les vieux, comme ils disent, s'occuper de la parcelle pour désherber tout ça. Donc, je vais vous parler de la politique agricole donc, depuis 2007. 2007, le président a mis vraiment l'agriculture comme une priorité numéro 1. L'agriculture sierra-léonaise doit sortir de la logique de l'autosubsistance, et doit rentrer dans l'ère du business et voilà, il met en avant vraiment la nécessité pour l'agriculture de rentrer dans le marché. À peu près la moitié de la valeur ajoutée dans les exploitations paysannes est destinée aux marchés locaux ou même aux marchés internationaux pour certaines productions. Alors, je parle d'une politique duale parce qu'en effet, il y a dans l'affichage, il y a une politique à destination des smallholders, des petits producteurs, on peut dire en français, je pense, donc qui est centrée sur l'intégration de l'agriculture dans le marché. C'est-à-dire qu'il y a une grosse part qui est dédiée à l'aide alimentaire. Il y a beaucoup de choses pour les infrastructures routières qui permettent de faire gonfler en fait le budget du ministère de l'Agriculture, même si ça, c'est pas des politiques purement agraires. Et ensuite, donc, la nouveauté peut-être, c'est la constitution d'agriculture business centers, qui sont des groupes d'agriculteurs qui sont censés se réunir pour accéder à des intrants. Le gros de ce budget dépend de bailleurs internationaux et les dépenses réelles tardent à se mettre en place. Il y a une autre partie de la politique agricole qui est celle de la promotion des investissements, donc celle qui nous intéresse plus ce soir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est portée par une autre agence. Il a créé une agence qui est la SLIPA, qui s'occupe beaucoup d'agriculture en fait, même si son mandat concerne aussi d'autres, les projets miniers, les projets d'infrastructure, le tourisme même. Et la deuxième chose qui est mise en avant, c'est le faible coût de la force de travail. Ils avancent le fait que les 3/4 des terres en Sierra Leone sont available, sont disponibles, ne sont pas exploitées. Ça aussi, c'est évidemment assez classique, ça repose sur une confusion entre terres exploitées et terres cultivées pour une année donnée. Il n'y a aucune charge sur le prélèvement de l'eau dans le milieu naturel. Et puis évidemment, comme dans de nombreux pays, il y a une fiscalité très avantageuse pour les investisseurs, qui se négocie au cas par cas. Par contre, il n'y a pas de disposition légale, ce qui évidemment limite un petit peu la transparence de ça. Donc, en l'occurrence, pour Adax, par exemple, il y a eu 10 ans de vacances fiscales. Voilà un petit peu, on va s'intéresser donc au projet agro-industriel d'Adax et on va voir comment ça se traduit, comment ça pourrait se traduire sur le terrain. Alors encore une fois, Adax, c'est qu'un exemple, il y a beaucoup de projets. L'idée, c'est de produire de la canne à sucre sur environ 10 000 hectares avec un système d'irrigation par pivot, avec des pivots de 400 mètres qui font des parcelles de 60 hectares. Alors on lit parfois qu'il y aurait 157 parcelles de ce type qui seront aménagées et distillation d'éthanol. Alors, destiné au marché mondial, qui est destiné à être exporté pour Oryx, qui est une compagnie de la même société. Ce que met beaucoup en avant Adax, c'est la production avec les déchets de la production de bioéthanol, la production d'électricité qui sont destinés à la fois à faire fonctionner l'usine et à alimenter le réseau national. Au bas mot, en fait, on aura au moins 15 000 hectares qui seront mobilisés. On va voir qu'en fait, c'est beaucoup plus. Mais puisqu'il y a un système de mise en jachère, comme ils disent, on friche les pivots régulièrement, et il y a 3 000 hectares qui sont mobilisés par les infrastructures, l'usine, la route. Pour comprendre l'impact du projet, il faut s'intéresser un peu, on va rentrer un peu dans les pratiques paysannes actuelles.
La densité de population dans les Boliland est environ autour de 30 à 40 habitants au kilomètre carré. On a des grandes cuvettes inondées, avec donc là les terres pluviales qu'on devine au loin. Et puis au milieu des cuvettes inondées, donc on a ce que les paysans appellent des termitières. Alors ce qui est important, et ce qui est très important pour comprendre l'impact du projet ADAX, à mon avis, c'est que les paysans exploitent toute la diversité agroécologique de ces cuvettes. De manière générale, hein, le mode d'exploitation du milieu repose sur une exploitation progressive de bas en haut chaque année. Le fond de la cuvette, c'est là où l'inondation est la plus précoce et la plus longue aussi en saison sèche, évidemment. On a une période, toute une zone où l'inondation va être un peu plus tardive et va pas être régulière pendant la saison des pluies. Et enfin, on a toute une zone qui est simplement une zone humide. Aux marges de la cuvette et aux marges des zones pluviales, il est nécessaire d'avoir une période de friche régulière. Le mode d'exploitation du milieu il repose au début de la saison des pluies sur la constitution de billons. Dans un mois, on viendra casser ces billons pour soit repiquer, soit semer le riz. Hein, donc avec une matière organique qui est déjà un petit peu décomposée. Surtout pour vertu donc, de maîtriser les adventices. Alors ça, c'est dans les zones pluviales. Les paysans viennent en fait en première année couper les arbres, sans forcément les abattre, mais simplement les tuer, pour mettre en culture ces zones de savane arborée. Soit les terres sont cultivées 1-2 années, puis abandonnées de nouveau à la friche pour une durée indéterminée, soit elles rentrent dans un cycle, notamment proche des villages, c'est assez classique, un cycle où les femmes cultivent arachides et fonio en alternance. Un actif agricole peut cultiver chaque année entre 1 et 1,5 hectares, ce qui correspond à peu près, quand on regarde la combinaison des différents systèmes de culture, à, on va dire, 5 hectares qui sont mobilisés. Alors si on calcule la valeur ajoutée par actif et par an, on a par actif à peu près entre 500 et 750 euros par an. Donc sur le site, ce qui est mis en avant, c'est un tarif de location de 12 $ US par hectare. Elle est distribuée de la manière suivante, en fait, il y a 50% qui est distribué aux autorités, autorités locales, districts et jusqu'à l'État, et 50% qui est donné pour les landowners. C'est là où il faudrait des enquêtes de terrain. Il n'y a pas véritablement de landowners, mais il y a des individus qui sont à même de distribuer les droits d'usage. On est plutôt sur des valeurs ajoutées nettes par hectare, des productivités de la terre de 1 million de léons par hectare et par an. Alors l'autre argument qui est mis en avant par ADAX et aussi par le gouvernement, ça c'est vraiment ce qu'on retrouve dans le discours du gouvernement, c'est qu'avec les projets agro-industriels, on va pouvoir créer des emplois et faire face au chômage dans les zones urbaines, ainsi de suite. Donc ADAX, dans les grandes citations du site, parle de 1200 employés, et puis quand ça sera en opération, il y aura plus de 2000 employés permanents, entre 2,5 et 3,5 euros par jour. Il y a aussi une bataille qui est menée sur les salaires. Ce qui est intéressant pour nous, c'est pour ça que je l'ai laissé en Léon, si vous vous rappelez du graphique avec la productivité journalière et les salaires journaliers, c'est exactement les montants en fait, de ce que peuvent gagner les jeunes dans leur paillage aujourd'hui. Combien d'emplois sont détruits par ADAX, combien d'emplois agricoles paysans si on veut. Si on considère que chaque actif cultive à peu près 5 hectares, mobilise à peu près 5 hectares dans les Boliland, on a environ 3000 emplois agricoles qui sont détruits simplement sur l'exploitation. Les terres qui restent aux agriculteurs dans les villages du projet, donc sur un petit échantillon spatial de la zone d'exploitation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, même si en termes de surface, il reste des terres effectivement aux producteurs de Maria, de Mamadou, de Massouri, ainsi de suite, en fait, ils n'ont plus du tout l'opportunité de mettre en place le mode d'exploitation que j'ai décrit très rapidement tout à l'heure. C'est-à-dire que tout repose en fait dans le système d'exploitation paysan sur la possibilité de mobiliser différentes agroécologies. C'est-à-dire à la fois le fond des cuvettes, au début de la saison des pluies, jusqu'aux terres pluviales, un peu plus tard dans la saison des pluies. Et tout repose là-dessus, parce que c'est ça qui permet d'étaler les calendriers agraires, et donc de répartir à la fois le travail de mise en place des récoltes, le travail d'entretien des parcelles, et puis le travail de récolte, qui est aussi très important. Au contraire, ADAX va chercher à uniformiser ces terres. Alors on peut aussi se poser la question, évidemment, des conséquences après le départ de l'exploitation agro-industrielle. L'étude d'impact, elle se fait sur une zone qui correspond à 35 000 hectares. Ça, c'est ce qui est indiqué dans les documents. Et 56 000 hectares, ça correspond à la zone totale que le gouvernement a mis à disposition d'ADAX. On aura entre 7 000 et 11 000 emplois agricoles qui seront détruits. Alors non seulement le fait que ADAX ne crée pas autant d'emplois qu'ils avaient promis au gouvernement, ou que le gouvernement avait promis aux gens en tout cas, que la plupart de ces emplois sont des emplois saisonniers, en pleine période évidemment de travaux agricoles aussi
dans les exploitations agricoles, hein. Mais ça permet aussi de prendre en compte le nombre d'emplois qui vont être détruits par l'exploitation agro-industrielle. Donc on a un peu une marge de développement agricole possible pour le pays qui se ferme en fait avec ce genre de projet-là. Le rôle aujourd'hui de la paysannerie en Sierra Leone, c'est de produire comme avant, à l'époque où le secteur minier était en pleine explosion, c'est de produire des travailleurs à bas coût, hier pour le secteur diamantifère et aujourd'hui pour le secteur agro-industriel.